18h39, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1. Louis de Ragnel est toujours là, Catherine Ney aussi. On a le plaisir d'accueillir Sarah Knafo. Bonsoir. Bonsoir Laurence. Députée européenne Reconquête. On va évoquer avec vous tous les sujets d'actualité. D'abord un tout petit mot du budget. Michel Barnier est en ce moment même en train de plancher en Conseil des ministres pour nous expliquer comment il va falloir payer plus, évidemment. Réduire les dépenses publiques, on l'a vu avec Louis de Ragnel, de 40 milliards d'euros. Et puis les augmentations d'impôts, 20 milliards d'euros. Pour vous, c'est dépenser moins pour taxer moins, c'est l'inverse de ce que vous proposez en fait. C'est exactement l'inverse de ce qu'on propose chez Reconquête. Donc on nous avait dit que voilà, c'était un gouvernement de droite qui arrivait. Et première mesure de ce gouvernement de droite, augmentation des impôts. Je crois que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire. La situation est catastrophique en même temps. La situation est catastrophique et l'urgence, c'est de baisser les impôts. Il faut comprendre que les Français sont déjà le peuple le plus taxé du monde et même le peuple le plus taxé de l'histoire. Chaque année, on paye 47% de la richesse nationale en impôts. C'est-à-dire qu'à partir du 16 de chaque mois, les Français ne travaillent plus pour eux-mêmes mais pour l'État. Quel que soit le niveau de revenu chaque mois, quel que soit le niveau de revenu, si on prend tout en compte. Donc l'urgence, c'est plutôt de baisser les impôts que de les augmenter. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est à mon avis un très mauvais signal et un signal que ce gouvernement n'est pas de droite, au moins sur le point de vue économique? C'est que quand on commence à dire qu'on va augmenter les impôts, c'est finalement qu'on va faire moins d'efforts que ce qu'on devrait sur les dépenses. Parce qu'on se dit, il nous avait dit, je vais faire 2 tiers de baisse des dépenses et 1 tiers d'augmentation des impôts. Mais l'urgence, c'est de supprimer toutes ces gabegies de l'État. Il n'y a pas 1 tiers à faire porter aux Français qui sont déjà le peuple le plus imposé du monde. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est baisser drastiquement les dépenses. Il y a des milliards à couper. Si on avait le temps, je vous donnerais des dizaines d'exemples. S'il y avait 4 postes de dépenses, vous tapez dans quoi, vous? Aide publique au développement, 15 milliards d'euros. Subventions aux associations. Passer de 15 à 0. Je pense qu'il faudra progressivement passer à 0. C'est-à-dire que imaginez qu'on est la France, on est ruiné, on est endetté au possible, 3200 milliards de dépenses de dette, et on donne 177 millions d'euros chaque année au Sénégal. On a donné ces dernières années 842 millions d'euros à l'Algérie en 5 ans. On est Crésus. On a tellement d'argent qu'on doit le donner comme ça au monde entier. Ça me paraît invraisemblable vu l'état où nous en sommes aujourd'hui. 23 milliards d'euros de subventions aux associations. Il ne faut pas mettre ce poste à 0, mais il y a énormément à couper là-dedans. Il y a des associations politisées qui ne méritent pas notre argent, qui ne méritent pas qu'avec nos impôts, on les subventionne. Les Restos du Cœur ? Justement, les Restos du Cœur, on peut garder, bien sûr. Les associations sportives, etc., pas de problème. Mais quand on voit 1 milliard d'euros pour des associations d'aide aux migrants... La Ligue des droits de l'homme, on peut la supprimer. Ah, tout à fait. On peut la supprimer. Ils peuvent continuer d'exister, mais on n'a pas à le payer avec nos impôts. Si les Français... Il faut baisser le nombre de fonctionnaires, par exemple. Oui, bien sûr qu'il faut baisser le nombre de fonctionnaires. Quand vous regardez à quel point on est un peuple suradministré, c'est-à-dire que dans d'autres pays, vous prenez par exemple l'Allemagne, il y a un taux de bureaucratie qui est bien moindre à celui qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, on ne peut pas dire que nos services publics soient exemplaires. Les Français n'ont pas le sentiment qu'ils ont un retour en termes de services publics sur l'argent qu'ils donnent à l'État. Donc, il y a des dizaines de postes de dépenses qu'il faut supprimer. On peut faire des économies partout. Et en échange, on peut arrêter de prendre cet argent dans la poche des Français. Donc, pour résumer, il faut dépenser moins, pour taxer moins, pour gagner plus. Et ce gouvernement nous propose de travailler plus pour gagner moins, en nous taxant toujours plus. Sarah Knafo, députée européenne Reconquête sur CNews et Europe 1. On va écouter Bruno Retailleau. Maintenant, il était au Luxembourg aujourd'hui pour parler notamment d'immigration. Il a fait un certain nombre de propositions extrêmement précises. Écoutez l'intention, en tout cas, du ministre de l'Intérieur. J'ai été nommé il y a quelques semaines ministre de l'Intérieur en France. Je suis très heureux aussi puisque c'est le premier conseil JAI de la première législature depuis les élections européennes de juin dernier. On est dans un monde, je crois, et on est en train de converger encore beaucoup plus entre l'ensemble des États membres pour qu'on puisse répondre aux souhaits de nos peuples qui veulent être protégés des chocs migratoires. C'est la raison pour laquelle je suis ici, notamment ce matin, avec cette volonté politique de coopérer dans le cadre européen, parce que je pense que seul le cadre européen est à même de nous fournir les bonnes solutions, les bonnes protections, si on veut avoir ces réponses. Sarah Knafo, vous dites banco à Bruno Retailleau. Je suis d'accord avec une grande partie de ce qu'il dit. Quand il dit seul le cadre européen peut nous protéger, ça, je ne suis pas particulièrement d'accord. Tous les pays du monde ont des frontières. La France a eu des frontières elle-même, seule, pendant des siècles. Il suffirait de s'y remettre. Donc non, il n'y a pas que le cadre européen. Je pense qu'on peut déjà commencer à se protéger nous-mêmes. D'ailleurs, c'est le raisonnement de l'Allemagne qui dit, puisque l'Europe n'arrive pas à protéger ses frontières extérieures, on va protéger nos frontières nous-mêmes. Je pense qu'on pourrait commencer par là. Ce serait un peu plus réaliste et pragmatique que de penser qu'on va révolutionner l'Europe ce matin. Donc commençons par protéger les frontières de la France. C'est largement à la portée de M. Retailleau.
Il a la chance d'être ministre de l'Intérieur aujourd'hui, il a les leviers pour agir, il peut agir. Ensuite, sur beaucoup de choses... Après, il propose la fin de la circulaire Valls 2012 qui permettait de régulariser jusqu'à 30 000 sans-papiers. Ça, vous dites OK ? Ça, c'est très bien, mais alors pourquoi est-ce que M. Retailleau et les LR ont voté la loi Darmanin qui offrait un droit à la régularisation ? Ils l'ont voté en décembre 2023. Là, ça m'apparaît être une incohérence. J'ai lu plutôt M. Retailleau dans Le Parisien qui disait que pour les régularisations, il fallait qu'elles se fassent en quelque sorte au mérite. Si on a bien travaillé, si on est intégré. Alors là, je ne le suis pas. Parce que régularisation, et revenons à ce que signifie ce mot. Régulariser quelqu'un, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas en règle parce qu'il a violé nos lois, va soudain être blanchi par une décision préfectorale. On va accorder à cette personne le droit de rester sur le sol français. C'est-à-dire une sorte de prime à la clandestinité. Quelqu'un qui va violer nos frontières, qui va arriver chez nous clandestinement, c'est-à-dire qu'il va violer nos lois, va soudain être promu et on va lui dire maintenant vous avez le droit d'être français. C'est quand même un peu plus ferme qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, c'était clairement une incitation. Et d'ailleurs, l'an dernier, par exemple, il y a eu 90 000 régularisations. Et c'est un chiffre qui n'avait jamais atteint. Donc c'est quand même plus récent. Il essaye de faire passer la régularisation de la norme à l'exception. C'est quand même ça le. C'est vrai, un gouvernement LR Macron, c'est peut-être un peu mieux qu'un gouvernement Macron LR. C'est déjà un peu mieux. Vous avez raison, mais c'est la philosophie qui questionne. C'est-à-dire que quand j'entendais M. Retailleau, j'avais l'impression qu'il voulait carrément revenir sur le délit de séjour clandestin, et on avait l'impression qu'avec lui, on allait enfin remettre l'État français sur ses pattes, c'est-à-dire quand on est clandestin, on mérite l'expulsion. Les Français aujourd'hui ne veulent pas régulariser au mérite, ils veulent expulser les clandestins. Et quand il dit je sais ce que veulent les Français, ça fait partie des choses que veulent les Français. On n'a pas envie de blanchir sur notre territoire des gens qui ont violé nos lois. On a envie de les renvoyer chez eux. Catherine, une question à Sarah Knafo ? Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Manuel Valls, qui était interrogé il y a quelques jours, regrette aujourd'hui d'avoir pris cette chose. Donc je crois, il faut espérer quand même que pour Bruno Retailleau, qui a déjà le peu qu'il ait dit, ou beaucoup, on voit qu'il a pris 12 points dans les sondages, donc il a déjà un langage plus ferme. Et je crois que la fermeté du langage est déjà un avertissement au pays, peut-être aux passeurs. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un signal. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, j'avais pas de doute sur le fait que M. Retailleau ait pris conscience de la situation. Et je vais même vous dire, je pense que M. Darmanin aussi avant lui avait compris. Et je pense même que M. Collomb, un socialiste avant lui, avait compris. Quand il disait que ça finirait par une partition, qu'on était côte à côte et qu'on finirait face à face. Je pense même qu'Édouard Philippe avait compris quand il parlait de revenir sur les accords de 68. Je pense qu'on ne peut pas ne pas comprendre, à moins d'être fou. Donc là, on se dit, on n'a pas un fou place Beauvau. C'est déjà une première très bonne nouvelle. Maintenant, il faut agir. Il faut des actions. Il ne va pas nous convaincre, nous qui disons ça depuis des années. Déjà, il faut qu'il convainque sa majorité parlementaire. Maintenant, on attend des actes. Et sur les actes, je pense que ça aurait été un très bon signal, au-delà des paroles, de dire maintenant, je demande à mes préfets, 0 régularisation. C'est une philosophie, 0 régularisation. Il pourrait aussi ajouter, et ça, il a la main, il peut le faire dès demain. Il l'a dit, c'est un petit peu ce qu'il a dit. Il dit régulariser au mérite. Au mérite. C'est dans le Parisien ce matin. Oui, non, mais des préfets qui ont participé à la révision. On va avancer. Dit que, la révision de l'AME. 0 naturalisation, c'est possible aussi. Il peut le faire par circulaire. Il n'y a pas un droit à la naturalisation. C'est-à-dire que la nationalité française, c'est pas un dû. On n'est pas obligé d'offrir notre nationalité à des gens qui sont chez nous. Il pourrait dire moratoire sur les naturalisations. C'est dans sa main. Il pourrait le faire. Encore un mot, Sarah Knafo, sur la révision de l'aide médicale d'État. C'est ce que dit Bruno Retailleau. Il dit voilà, c'est un encouragement à la clandestinité au profit d'une aide médicale d'urgence. Là aussi, vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau en réalité ? Bien sûr. Ouais, je suis d'accord avec lui. Je vous dis, je pense qu'il y a de très bons signaux qui sont envoyés. On se dit qu'on a enfin un ministre qui parle comme un homme de droite. Maintenant, on veut qu'il agisse comme un homme de droite. Et je pense que s'il est sincère dans ses annonces, et je crois qu'il l'est, on verra les résultats dès la fin de l'année et encore plus dès l'année prochaine. Est-ce que ce gouvernement peut tenir ? On sait que la majorité qui n'en est pas une, qui est une minorité extrêmement instable. On voit déjà que du côté des macronistes, on rue dans les brancards. Tout ça est un navire qui peut péricliter d'ici quelques temps ? Ça va beaucoup dépendre de leur action. Là, on voit qu'en effet, à l'intérieur, on peut avoir un ministre qui nous satisfait, mais à la justice, pour le coup, on a de très mauvais signaux. Ouais. Et on se dit que ce jeu de rôle entre ministre de l'Intérieur de droite et ministre de la Justice de gauche, on l'a déjà trop connu. On avait en réalité la même chose entre Darmanin et Dupond-Moretti. On avait même la même chose entre Defferre à l'époque de Mitterrand. Donc on connaît déjà le scénario où l'action de l'un annule l'action de l'autre. Chevènement et Guigou aussi, c'était pareil. Valls-Taubira. Absolument. On a des présidents et des premiers ministres. Mais je crois malheureusement qu'en nommant, parce que c'est un choix du Premier ministre d'avoir choisi Didier Migaud, à qui il avait proposé les comptes publics.
Et Monsieur Bingot lui a dit, il n'y a que la justice qui m'intéresse, alors qu'il avait peut-être des prétentions sans connaître vraiment le sujet. D'ailleurs, on s'en aperçoit aujourd'hui. Et comme personne n'était candidat pour aller prendre la justice, voilà. C'est comme ça que les ministres sont nommés. Oui, c'est comme ça que les ministres sont nommés. Et moi, ce qui me fait peur, c'est effectivement, heureusement qu'il y a M. Retailleau, parce que ça fait un équilibre de force entre le Premier ministre et lui. Et c'est un tandem, mais je pense qu'il a un gouvernement de personnalités qui se sont peut-être pas adaptées aux difficultés du temps. Une question de Louis de Ragnel. On sait aujourd'hui que le gouvernement tient parce que le Rassemblement national ne baisse pas le pouce vers le bas, ne vote pas de motion de censure. Est-ce que vous pensez que le Rassemblement national a raison de donner sa chance au gouvernement de Michel Barnier? Quand on voit que M. Retailleau peut aller dans le bon sens, on aurait envie de dire oui, mais quelle est la doctrine? Quelle est leur ligne rouge? Je n'ai pas encore compris. Je ne sais pas s'ils les ont données d'ailleurs. Est-ce que le Rassemblement national a dit que pour tel ou tel sujet, là, il censurerait? J'ai entendu parler de la réforme des retraites. Oui. Est-ce que c'est pour l'abrogation de la réforme des retraites que le gouvernement mériterait de tomber et pas pour l'action d'un ministre de la Justice? Quand on dit c'est Marine Le Pen qui a droit de vie ou de mort sur le gouvernement, c'est pas vrai en réalité. Mais comment? Il faudrait voter avec LFI. Ben, c'est ça. Je veux dire, elle n'a pas la majorité pour le renverser. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que si finalement on censure ce gouvernement uniquement sur un sujet de gauche, parce qu'il faut mettre d'accord LFI et le Rassemblement national, je ne vois pas quelle va être l'avancée pour la France. Sarah Knafo, Marion Maréchal a créé son parti. Est-ce que comment est-ce que vous vivez cela? Est-ce que la hache de guerre est enterrée ou pas? Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose à ce que faisait Marion Maréchal? Oui. Elle a lancé une formation politique. Relancé une structure politique. Ouais. Moi, je vous avoue que j'avais beaucoup d'admiration pour Marion Maréchal depuis que j'étais jeune. Mais là, j'ai l'impression que plus personne n'arrive à la suivre. Elle a trahi Marine Le Pen pour Éric Zemmour. Après, elle a trahi Éric Zemmour pour retourner avec Marine Le Pen alors qu'elle venait d'être élue grâce à Éric Zemmour. Maintenant, elle crée un parti en morcelant la droite, en disant que c'est au nom de l'Union de droite qu'elle le fait. Moi, je peux pas vous expliquer l'inexplicable. Donc voilà, nous, on s'intéresse à Reconquête. Elle est partie. Bon vent à elle, qu'elle fasse ce qui lui plaît avec les personnes qui lui plaisent. Nous, on continue chez Reconquête. Là, on vient de lancer une grande enquête sur l'école avec les parents vigilants. Pour la première fois, on va donner la parole aux parents d'élèves parce que ce sont la dernière roue du carrosse le plus souvent. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'avec ce nouveau gouvernement, on parle très peu de l'école. La seule fois où on en a parlé, c'était pour cette affaire de Tourcoing. Où une professeure a été molestée. Et l'excellence du niveau scolaire et les classes de niveau, tout ça, c'est enterré, on n'en parle plus. Donc nous, on commence à donner la parole aux parents d'élèves. Là, on a aujourd'hui les militants de Reconquête qui sont en train de tracter devant toutes les écoles pour faire appel à l'intelligence des parents et pour essayer ensuite de remettre un rapport au ministère de l'Éducation nationale avec des grandes propositions et un grand programme pour l'école. Une petite question sur les États-Unis. Vous revenez des États-Unis, vous étiez aux côtés de Donald Trump, qui est en pleine campagne électorale. Quelles leçons vous en avez rapportées pour la France? Oui, alors j'étais cette semaine en Floride pour la commémoration des événements du 7 octobre avec Donald Trump. J'avais été invitée par ses équipes. Donc ça a été un moment, je dirais, poignant parce que très symbolique. Le sentiment que j'en ai tiré, c'est une sorte de prise de conscience par la droite américaine et par un certain nombre d'Américains, y compris peu politisés, du fait qu'ils étaient dans le même bateau, pour parler trivialement, que les Européens. C'est-à-dire qu'on sent tous confusément que ce qui se passe à Sciences Po, actuellement, c'est exactement ce qui se passe à Harvard, ce qui se passe à Columbia. On a l'impression qu'on est menacé à la fois à l'intérieur de notre civilisation, on pourrait dire par le wokisme, par le gauchisme qui remet en cause les fondements de ce que nous sommes, les fondements de notre histoire, notre civilisation, qui en casse la fierté, et par les mêmes ennemis à l'extérieur, quand on voit que l'événement du 7 octobre a été un électrochoc pour le monde occidental dans son ensemble, pour le monde judéo-chrétien, on pourrait dire. Ça a largement dépassé les frontières d'Israël. J'entendais Gilles Kepel qui disait « ça a été un événement qui a même dépassé par son ampleur le 11 septembre ». Où tout le monde a pris conscience du fait qu'on était menacé en tant que monde occidental. Et c'est pas, c'est pas rien pour des Français de se reconnaître appartenir à cette civilisation. Quand on est français, quand on est nationaliste comme je le suis, quand on est souverainiste, en principe, on met avant toute chose les intérêts nationaux de la France, et c'est ce qu'il faut faire, avec parfois un peu l'oubli de ce qu'est une civilisation. Et je crois qu'il y a quelque chose qui nous dépasse tous, qui est ce monde judéo-chrétien menacé de l'intérieur et de l'extérieur, qui ne doit pas nous empêcher
de placer avant tout nos intérêts stratégiques, nos intérêts nationaux, mais qui doit nous faire prendre conscience de la nécessité de créer des liens. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire au nom de Reconquête. C'est ce que je fais au Parlement européen tous les jours avec nos alliés. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, ce que j'ai fait cette semaine aux États-Unis avec les équipes de Donald Trump. Louis Dragnel, une question peut-être? Sarah Knafo, une dernière question. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au moment où Emmanuel Macron a appelé à ne plus livrer d'armes à Israël? Je me suis dit que Emmanuel Macron cédait à la pression chez nous de ce qu'on pourrait appeler sa rue arabe. Vous savez qu'au Quai d'Orsay, le département qui s'occupe du Maghreb et du Moyen-Orient est appelé la rue arabe du Quai d'Orsay. Et je crois que dans nos rues, dans nos banlieues, on a recréé ce moyen de pression qui fait peur jusqu'à l'Élysée. Et ce qui est inquiétant, c'est de se dire que même sur ce plan-là, on a perdu notre souveraineté. C'est-à-dire que l'État français, son représentant, le chef de l'État, n'est plus souverain quand il se dit que s'il défend Israël, il va avoir ses banlieues qui s'enflamment. Et quand on a le président de la République qui refuse d'aller à une manifestation contre l'antisémitisme, parce qu'un humoriste qui s'appelle Yacine Bellatar, je crois que c'est vous qui l'aviez révélé, le lui déconseille en lui disant si tu luttes contre l'antisémitisme, tu vas mettre le feu aux banlieues. Et quand on voit que le président cède à ça, en disant ça n'est pas ma place d'y aller, je dois assurer la paix civile, alors on se dit qu'on a des raisons de s'inquiéter. Oui. On a perdu notre souveraineté. C'est-à-dire que le grand remplacement a même un impact sur notre politique étrangère. Et ça, quand on est patriote, quand on est souverainiste, ça a toutes les raisons de nous inquiéter et on a toutes les raisons de le combattre. Je crois qu'il faut relever la tête, qu'il faut être courageux. On a l'impression qu'Emmanuel Macron a deux politiques étrangères parce qu'il a deux peuples sur son sol en réalité. Et quand il les sifflait, hué, la cérémonie du CRIF en hommage aux victimes du 7 octobre, c'est un signe de l'affaiblissement de la France aussi, Sarah Knafo? Oui, moi je ne suis pas partisane de siffler le chef de l'État, mais je comprends que ça puisse décevoir. Ça déçoit parce qu'on se dit mais quel manque de courage. Quel manque de courage malheureusement. Merci beaucoup Sarah Knafo d'être venue ce soir dans Punchline sur CNews et Europe 1.